Vous me voyez aujourd'hui, une femme âgée, les cheveux désormais blancs, les mains marquées par le passage des années. Mais vous n'avez aucune idée du poids de l'histoire que je porte en moi. Certaines choses restent si longtemps enfouies en nous qu'elles finissent par devenir indissociables de notre être, comme ces traces que le temps laisse sur la peau. Avant que je commence, dites-moi d'où vous suivez ce récit, et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Je m'appelle Hélène. Je suis née en 1941 à Saint-Martin-des-Vignes, un tout petit village du sud de la France que peu de gens connaissent. Si petit, en fait, qu'il était souvent oublié sur les cartes. À cette époque, la vie suivait d'autres règles. Une jeune fille de bonne famille ne sortait pas seule, ne parlait pas trop fort, et ne nourrissait pas de rêves trop ambitieux. Nous évoluions dans des limites imposées par la société. Mon père était pharmacien, le seul dans toute la région. Ma mère, elle, gérait la maison et donnait des cours de piano aux jeunes filles du village. Nous menions une existence simple, mais respectable. Le mot qui revenait le plus souvent dans mon éducation était respect. Hélène, agis avec respect. Hélène, parle avec respect. Hélène, habille-toi avec respect. J'avais 18 ans lorsque j'ai rencontré Antoine. C'était lors de la fête patronale de l'église du village, en 1959. Il se démarquait des autres garçons. Il avait étudié à Paris, connaissait des choses que je n'avais vues que dans les livres ou les rares magazines qui arrivaient jusqu'à nous. Et surtout, il était le fils de Monsieur Jérôme Valentin, propriétaire des Tissages Valentin, l'homme le plus riche et influent de notre village. Quand Antoine a commencé à me courtiser, mes amis ne cachaient pas leur jalousie. Mes parents, eux, ne cessaient de montrer leur fierté. La fille du pharmacien promise au fils du propriétaire des Tissages était devenue le sujet de toutes les conversations du village. Les fiançailles furent rapides, à peine 6 mois. À l'époque, on ne s'attardait pas sur ces choses-là. J'étais émerveillée. Je me projetais dans une vie confortable, respectable, peut-être même avec quelques voyages à Paris. Cela ressemblait à un rêve, comme ceux que l'on lit dans les magazines. Mais certains rêves peuvent se transformer en cauchemars lorsque l'on s'y attend le moins. La première fois que j'ai rencontré sa famille, un frisson étrange m'a parcouru le ventre, bien plus que de la simple nervosité. Leur demeure trônait au sommet de la colline, la plus grande du village, offrant une vue panoramique sur tout alentour. En gravissant l'escalier d'entrée, mes jambes tremblaient à tel point que j'avais l'impression de ne jamais atteindre le palier. Madame Cécile, la mère d'Antoine, m'accueillit avec une politesse glaciale. Toujours vêtue de noir depuis le décès de son premier mari, elle observait chaque geste avec une sévérité implacable. Oui, Jérôme était son second mariage. Elle me jaugea de la tête aux pieds comme on inspecte un tissu défectueux dans une manufacture. Mais c'est le regard de Monsieur Jérôme qui m'a glacée pour la première fois. On le décrivait comme un homme imposant, grand, toujours impeccable dans son costume, sa moustache bougeant lorsqu'il souriait. Pourtant, ses yeux, eux, ne souriaient jamais. Il me scruta d'une façon qui me fit me sentir vulnérable, comme s'il pouvait lire à travers la robe que ma mère avait confectionnée spécialement pour l'occasion. « Alors, c'est vous, la jeune fille qui a ensorcelé mon fils » murmura-t-il en me tenant la main plus longtemps que nécessaire. Antoine avait de la chance, beaucoup de chance. Pendant le déjeuner, Monsieur Jérôme posa des questions sur ma famille, mon éducation. Quand il apprit que j'avais un diplôme de l'école normale et que j'enseignais à de jeunes enfants, il fronça les sourcils et dit « Après le mariage, vous abandonnerez cela, n'est-ce pas ? Une femme de la famille Valentin n'a pas besoin de travailler, ce n'était pas une question, mais un ordre déguisé. » Antoine hocha simplement la tête, sans me défendre. Dans les semaines qui suivirent, les fiançailles étant déjà connues de tous, je me rendis plus fréquemment chez les Valentins. Madame Cécile décida de me préparer pour devenir une épouse digne de son fils. J'allais presque chaque jour au manoir pour apprendre à gérer une grande maison, recevoir des visiteurs importants, m'habiller et me tenir comme une véritable dame. C'est durant ces visites que Monsieur Jérôme commença à trouver des occasions de se retrouver seul avec moi. Au début, c'étaient des compliments apparemment innocents sur ma beauté et la chance d'Antoine. Puis vinrent des remarques plus audacieuses sur mon corps et sur la manière dont ma robe mettait mes formes en valeur. J'essayais d'éviter les moments seuls avec lui, mais dans une maison si vaste, cela devenait compliqué. Monsieur Jérôme trouvait toujours un prétexte. « Hélène, venez voir les tissus arrivés de Paris pour choisir votre robe de mariée » ou « Hélène, je veux vous montrer les bijoux de famille qui seront un jour les vôtres. » Les gestes commencèrent subtilement, une main posée sur l'épaule qui glissait un peu plus loin, des doigts frôlant mon bras en me montrant quelque chose,
une étreinte qui durait plus que nécessaire. Je me sentais mal à l'aise, confuse. Imaginais-je des choses, ou était-ce simplement sa manière d'agir? Après tout, c'était un homme important, respecté de tous. Qui me croirait si je parlais? Les choses se compliquèrent lorsqu'Antoine dut se rendre à Paris pour les affaires de l'usine. Il serait absent 2 semaines. La veille de son départ, M. Jérôme déclara devant tout le monde: « Ne t'inquiète pas, mon fils, je prendrai soin de ta fiancée pendant ton absence. » 3 jours après le départ d'Antoine, M. Jérôme se présenta chez moi. C'était un après-midi chaud de février 1960. Ma mère donnait toujours ses leçons de piano, et mon père était à la pharmacie. Il entra, tout sourire, tenant un paquet. « J'ai apporté un cadeau pour vous, Hélène, dit-il. Un tissu spécial venu de Paris. Je pensais que nous pourrions aller à l'usine pour voir comment il pourrait devenir une robe. » Mon cœur s'emballa. Je ne voulais pas y aller, mais comment refuser mon futur beau-père, l'homme le plus influent du village? Quand ma mère le vit dans le salon, elle fut si honorée qu'elle me poussa presque dehors pour que je l'accompagne. « Quelle gentillesse, monsieur Jérôme, Hélène, dépêche-toi de te préparer. Ne fais pas attendre votre futur beau-père. » Le trajet jusqu'à l'usine me sembla interminable. Dans la voiture, il parlait affaires, influence de la famille Valentin jusqu'à Paris, et de ma chance d'entrer dans une famille si prestigieuse. À notre arrivée, l'usine était presque vide. C'était un dimanche, seuls quelques gardiens surveillaient les lieux. Il me conduisit au dépôt des tissus fins, à l'arrière du bâtiment principal. C'est là que l'on garde les pièces les plus rares, jamais exposées aux yeux de n'importe qui. Il verrouilla la porte derrière nous. Le bruit de cette clé tournant dans la serrure hante encore mes cauchemars aujourd'hui. C'est là que tout a commencé pour la première fois. Lorsque j'ai tenté de crier, il me couvrit la bouche de sa main et prononça des mots que je n'oublierai jamais. « Personne ne vous croira. Je suis Jérôme Valentin. Si vous parlez, je détruirai le mariage et la réputation de votre famille. Votre père ne vendra plus jamais un médicament ici. Votre mère perdra toutes ses élèves. Vous serez chassé comme un chien. Et vous, fiancée rejetée, fille compromise, quel avenir auriez-vous? » De retour chez moi, je me réfugiai dans ma chambre et pleurai jusqu'à n'avoir plus de larmes. Je me sentais souillée, humiliée, trahie. J'ai pensé à tout dire à ma mère, mais ses paroles résonnaient dans ma tête. Il avait raison. Qui me croirait contre lui? Qui oserait affronter le puissant Jérôme Valentin? J'essayais d'éviter les visites au manoir en inventant des excuses. Mais comment expliquer cela à ma famille, si fière du mariage imminent? Comment révéler à Antoine que son père, l'homme qu'il admirait, était un monstre? Et s'il ne me croyait pas? S'il choisissait de rester du côté de son père? Antoine revint de Paris, rapportant des cadeaux pour tous. Pour moi, un délicat ensemble de perles ayant appartenu à sa grand-mère. Pour vous, ma future épouse, dit-il en m'embrassant, une étreinte que je voulais rassurante, comme si ma famille pouvait encore me protéger. Et ainsi, les préparatifs du mariage continuaient, les invitations imprimées à Paris, l'église décorée. Et moi, jour après jour, plus mince, plus pâle, souriant d'un sourire qui n'atteignait jamais mes yeux, ma mère attribuait mon malaise à la nervosité de la mariée. Elles sont toutes ainsi avant le grand jour, disait-elle en ajustant ma robe, qui devait être resserrée à chaque essayage. Et M. Jérôme trouvait toujours un moyen de me rappeler sa présence, de me menacer, de me toucher, de me rappeler que j'étais entre ses mains. Après votre mariage avec mon fils, nous pourrons nous voir plus intimement, murmurait-il quand personne n'écoutait. Après tout, nous serons une famille, n'est-ce pas? Le mariage eut lieu en juin 1960, à l'église du village. Tout le village était présent. Je marchais vers l'autel comme une condamnée, dissimulant mon désespoir derrière le voile nuptial. Pendant la cérémonie, je jetai un regard à M. Jérôme, assis au premier rang, affichant le sourire du père fier que tout le monde croyait connaître. Et en haut le cœur me saisit. Nous emménageâmes dans une maison construite par M. Jérôme pour nous, pas très loin du manoir principal, afin de « garder la famille unie », disait-il. Antoine commença à travailler davantage à l'usine, assumant plus de responsabilités. Et moi, prisonnière dans cette demeure somptueuse qui ressemblait à une cage, j'attendais chaque jour le moment où la porte s'ouvrirait et où M. Jérôme apparaîtrait, utilisant cette clé qu'il conservait pour les « urgences ». Pouvez-vous imaginer mes journées? La peur constante, le nœud dans l'estomac, le sursaut à chaque bruit derrière la porte? Je vivais un cauchemar éveillé, sans savoir comment m'échapper, sans personne vers qui me tourner.
À cette époque, on ne dénonçait pas ces choses. Une femme accusant un homme puissant aurait été détruite, avec toute sa famille. Mais au fond de moi, je savais que cela ne pouvait pas continuer. D'une manière ou d'une autre, il me faudrait un jour trouver le courage de briser ce cycle de violence et de silence. Je ne savais juste pas comment, ni quand, cette opportunité viendrait. En 1961, je découvris que j'étais enceinte. Pour un instant, j'espérais que tout changerait. Quand je l'annonçai à Antoine, il me serra dans ses bras, les yeux embués de larmes, trop heureux pour parler. « Nous allons être une vraie famille », dit-il, les mains posées sur mon ventre encore plat. Je souris, pour la première fois depuis longtemps un vrai sourire. Dans mon innocence, je crus que désormais M. Jérôme me laisserait en paix, qu'il respecterait la mère de son futur petit-fils, que mes prières avaient enfin été entendues. Mais la réalité est rarement simple, n'est-ce pas? Il devint simplement plus prudent, choisissant ses moments, mais ses visites ne cessèrent jamais. Mon ventre grandissait au même rythme que mon désespoir. Je faisais presque chaque nuit des cauchemars. Parfois, l'idée de fuir à Paris traversait mon esprit. Mais comment partir? Sans argent, sans soutien, sans personne pour m'aider. Une femme enceinte, seule au monde. Et mes parents? Que deviendraient-ils si M. Jérôme décidait de se venger? Tout changea au 7e mois de ma grossesse. C'était mars 1962. La chaleur étouffante collait mes vêtements au corps, rendant chaque geste plus difficile, surtout avec ce ventre imposant. Antoine était parti finaliser l'achat de nouveaux métiers à tisser pour l'usine. La bonne était sortie au marché. Je me retrouvai seule dans la maison, essayant de me reposer dans ma chambre quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je reconnus immédiatement ses pas lourds montant l'escalier. Je tentai de me lever. Je voulais verrouiller la porte de la chambre, mais mon corps lourd m'empêchait de bouger assez vite. Avant que je puisse atteindre la serrure, M. Jérôme entra, ce même sourire qui me glaçait le sang sur le visage. « Je viens voir comment va mon petit-fils », dit-il en s'approchant du lit où j'étais assise. J'essayai de reculer, de protéger mon ventre de mes mains, comme si je pouvais cacher le bébé. « S'il vous plaît, pas aujourd'hui », suppliai-je. « Je suis fatiguée, le bébé est agité. » Il ignora mes paroles comme toujours. Il s'assit au bord du lit et posa sa main sur mon ventre. « Ce sera un garçon, j'en suis sûre. Un héritier fort pour les Valentins. Vous jouez bien votre rôle, Hélène. » Lorsque ses mains glissèrent au-delà de mon ventre, quelque chose se brisa en moi. C'était comme si un barrage avait cédé, comme si toute la colère, la peur et l'humiliation accumulées depuis tant de mois débordaient enfin. « Non », criai-je, repoussant ses mains avec une force que je ne pensais pas posséder. « Passez. Si vous me touchez encore, je dirai tout à Antoine, à Madame Cécile, à tout le village. » Il rit, un rire glacial qui me glaça jusqu'aux os. « Personne ne vous croira. Ce sera votre parole contre la mienne. La parole d'une jeune femme hystérique contre celle d'un homme respecté de tous. Vous détruirez votre famille, votre mariage, et pourquoi? Pour être montrée du doigt comme une folle, ou pire, comme la séductrice de votre propre beau-père. » À ce moment précis, comme si Dieu avait enfin entendu mes prières, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. C'était Antoine. Il était revenu plus tôt de son voyage, voulant me faire une surprise. Son visage, en voyant son père assis sur notre lit, les mains sur moi, exprima d'abord la confusion, puis un soupçon grandissant. « Père, que faites-vous ici » demanda-t-il, la voix étrangement contrôlée. Monsieur Jérôme se leva calmement, ajustant le col de sa veste comme si rien d'extraordinaire ne se passait. « Je viens voir comment va ta femme et mon futur petit-fils. Tu devrais me remercier pour mon attention. » Antoine me regarda et vit mes larmes, la terreur dans mes yeux. Quelque chose s'éveilla en lui, une intuition peut-être, ou simplement la vérité qu'il avait toujours refusé de voir. « Hélène, que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il en s'approchant, ignorant son père. Je tournai les yeux vers M. Jérôme, qui me fixait avec un avertissement silencieux dans le regard. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa, et en même temps, quelque chose de nouveau surgit. Peut-être le courage né du désespoir. « Votre père me rend visite quand vous n'êtes pas là. Il me touche, Antoine. Depuis avant notre mariage, à l'usine, ici à la maison, quand je suis seule. » Les mots jaillirent comme un torrent, emportant tout sur leur passage. Le visage d'Antoine changea sous mes yeux. La couleur disparut de ses joues, remplacée par un rouge vif qui envahit sa peau.
Je n'avais jamais vu cette expression sur lui auparavant. Il se tourna lentement vers son père. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix presque méconnaissable. Monsieur Jérôme conserva sa posture, dignité offensée, calme fin. « Bien sûr que non. Ta femme est confuse, hormonale à cause de la grossesse. Je n'ai eu que de l'affection paternelle pour elle. Tu le sais. » « Menteur !» hurlai-je, laissant exploser toute la colère et l'humiliation accumulées depuis des mois. « Dites la vérité. Dites-lui ce que vous m'avez fait au dépôt de l'usine quand il était à Paris. Dites-lui les menaces envers ma famille. Dites-lui pourquoi j'ai tant maigri avant le mariage. Pourquoi je pleure en cachette quand personne ne me voit. » Antoine regardait tour à tour son père et moi, le visage tordu par le doute et la douleur. Monsieur Jérôme tenta une dernière manœuvre. « Mon fils, vas-tu croire les accusations hystériques de cette jeune femme ou la parole de ton père? Moi qui ai tout construit pour toi, qui ai toujours placé notre famille au-dessus de tout. » C'est alors que tout changea une fois de plus. La porte de la chambre s'ouvrit. C'était Madame Cécile. Pâle, les mains tremblantes s'agrippaient au chambranle, elle murmura. « J'ai tout entendu. Jérôme, comment as-tu pu? Encore? » « Pas encore, encore, » répéta Antoine en se tournant vers elle. Madame Cécile entra dans la chambre, paraissant soudain très vieille, très fatiguée. « Ton père a fait la même chose il y a 2 ans, mais, avant cela, avec la nièce du comptable. » J'ai fermé les yeux. J'ai fait semblant de ne pas voir. J'ai préservé le nom de la famille, mais je ne peux plus. Pas avec la femme de mon fils, pas avec la mère de mon petit-fils. Ce qui se passa ensuite fut comme un tremblement de terre. Tout ce que nous connaissions s'effondra, mais un espace s'ouvrit pour que quelque chose de nouveau puisse naître des ruines. Antoine se jeta sur son père avec une fureur que je n'aurais jamais imaginée chez cet homme toujours si maître de lui. Monsieur Jérôme, surpris par la réaction de son fils, n'eut même pas le temps de se défendre. Tous deux roulèrent sur le sol de la chambre tandis que Madame Cécile criait pour qu'il s'arrête. Moi, paralysée sur le lit, je craignais pour le bébé. Je craignais pour Antoine. Je craignais pour ce qui suivrait après ce moment où la vérité avait éclaté. La lutte fut sauvage. Des meubles renversés, des vitres brisées. Antoine criait des mots que je ne l'avais jamais entendu prononcer, des accusations, des malédictions contre son propre père. C'est Madame Cécile qui réussit enfin à les séparer, se plaçant entre les 2 hommes. « Assez !» cria-t-elle d'une autorité que nous ne lui connaissions pas. « Jérôme, quitte cette maison maintenant. Tu n'es plus le bienvenu ici, ni nulle part où mon fils et moi serons. » Monsieur Jérôme, la lèvre ensanglantée, la veste déchirée, nous lança un regard rempli de haine. « Vous le regretterez. Sans moi, sans mon argent, sans mon nom, que valez-vous? Rien. » Antoine, encore haletant, se releva du sol. « Sors de ma maison, de ma vie. Si je te revois près de ma femme, je ne répondrai pas de moi. » Lorsque Monsieur Jérôme partit enfin, claquant la porte avec force, le silence qui resta semblait presque trop lourd à supporter. Antoine s'agenouilla à mes côtés sur le lit, prenant mes mains dans les siennes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi as-tu souffert seul? » Des larmes tombèrent sur nos mains jointes. « J'avais peur, » répondis-je, enfin libéré pour dire la vérité. « Peur que tu ne me crois pas, peur de ce qu'il pourrait faire à ma famille. Peur de tout perdre. »« Pardonne-moi, » murmura-t-il, la tête baissée. « J'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû te protéger. » Madame Cécile s'approcha également et s'assit de l'autre côté du lit. Son visage, habituellement maîtrisé, laissait maintenant transparaître toute la douleur et la honte qu'elle portait. « La faute est aussi la mienne, » dit-elle. Je connaissais cet homme, mais j'ai choisi le silence pour préserver les apparences. Le nom de la famille. Combien de femmes ont souffert à cause de mon silence? Combien de vies a-t-il détruites pendant que je regardais ailleurs? Cet après-midi de mars marqua le début de quelque chose de nouveau. Encore dans cette chambre, parmi les débris d'une lampe brisée éparpillée sur le sol, nous avons fait un pacte à 3. Plus de silence, plus de soumission, plus de peur. Le lendemain matin, Antoine partit tôt. Il se rendit directement chez l'avocat de la famille, non pour étouffer l'affaire comme Monsieur Jérôme l'aurait souhaité, mais pour engager des procédures légales. Il voulait justice. Il voulait me protéger, et protéger les autres femmes que son père pourrait victimiser. Bientôt, tout le village sut. Dans un petit endroit comme Saint-Martin-des-Vignes, un secret de cette ampleur ne pouvait rester caché. Il y eut ceux qui ne crurent pas et prirent parti pour Monsieur Jérôme, le grand bienfaiteur du village.
Mais il y eut aussi celles qui trouvèrent enfin le courage de parler, d'autres femmes ayant subi le même sort que moi. Madame Cécile, qui avait toujours vécu dans l'ombre de son mari, révéla une force qui surprit tout le monde. Elle divorça de M. Jérôme, un acte presque inédit pour une femme de sa position à l'époque. Elle renonça au confort matériel, au statut social, tout pour rester aux côtés de son fils et de sa belle-fille. Tout pour faire ce qui était juste. Enfin, le chemin légal fut long et éprouvant. En 1962, des affaires comme la mienne arrivaient rarement devant la justice et se racontaient rarement ouvertement. Nous étions des pionnières involontaires dans une lutte que beaucoup de femmes mènent encore aujourd'hui. En avril de cette même année, ma fille Marianne est née. Quand j'ai tenu ce petit être pour la première fois, j'ai senti que toute la douleur en valait la peine, si le résultat final était ce bébé parfait dans mes bras. Antoine a versé des larmes en la voyant. À ce moment-là, j'ai su que malgré tout, nous avions une chance de devenir une vraie famille. Le procès de M. Jérôme eut lieu en octobre 1963. 5 femmes, moi comprise, avons témoigné contre lui. La pression sociale était écrasante. Nous avons reçu des menaces, des tentatives de corruption. On nous a traités de menteuses, de traîtres, d'ingrates. Pourtant, nous sommes restés fermes. Ironie du sort, c'est Madame Cécile qui apporta les preuves les plus accablantes contre son ex-mari. Elle avait conservé pendant des années des journaux où elle notait dates, noms et incidents dont elle avait été témoin ou qu'elle avait appris, mais sur lesquels elle s'était tue si longtemps. Mon silence m'a rendu complice, déclara-t-elle devant le juge. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux aider à construire un avenir où des hommes comme Jérôme Valentin ne pourront plus abuser de leur pouvoir en toute impunité. Monsieur Jérôme fut condamné à 5 ans de prison. À l'époque, cela paraissait une victoire immense. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que la peine était bien trop légère au regard des vies qu'il avait brisées. Mais c'était 1963 et le simple fait qu'un homme de son rang social soit condamné était déjà révolutionnaire. La condamnation n'était que le début, pas la fin. L'usine, privée de son fondateur, traversa des périodes difficiles. Antoine prit la direction, mais de nombreux clients se détournèrent, refusant d'associer leur nom au scandale. Des employés furent licenciés, des familles subirent des difficultés. Pendant un temps, pour beaucoup dans le village, nous étions les méchants de l'histoire. Mais nous avons survécu, plus encore, nous avons commencé à reconstruire nos vies sur des bases plus solides et plus vraies. Antoine et moi avons dû réapprendre à nous faire confiance. Nous avons reconstruit notre mariage à partir des ruines de ce qu'il avait été. Ce ne fut pas simple. Il y eut des nuits de larmes, des journées de silence lourd, des moments où nous doutions de pouvoir surmonter tout cela. Madame Cécile s'installa chez nous, devenant une grand-mère présente pour Marianne, plus tard, pour nos 2 autres enfants. Elle ne se remaria jamais, consacrant le reste de sa vie à sa famille, de manière surprenante, à l'activisme social. Elle fonda l'un des premiers groupes de soutien pour les femmes victimes de violences dans la région, utilisant sa propre histoire comme exemple que le silence ne fait que perpétuer la souffrance. Cette confrontation dans la chambre, cet après-midi de mars étouffant, n'était que le début d'une longue lutte. Une lutte qui allait durer des années, transformant nos vies d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. Mais c'était enfin une bataille que nous menions au grand jour, sans plus de secret ni de peur paralysante. J'avais à peine 21 ans à l'époque. Une jeune fille presque contrainte de grandir dans la douleur la plus intense. Et pourtant, une femme découvrait sa force, sa voix, après tant de mois de silence. Après le procès et la condamnation de M. Jérôme, la vie à Saint-Martin-des-Vignes devint insupportable. Les regards suivaient chacun de nos pas dans les rues, accompagnés de chuchotements. Certains nous soutenaient discrètement, d'autres nous accablaient comme si nous avions commis un crime. L'usine sombrait. De nombreux fournisseurs rompirent leurs contrats. Des clients annulèrent leurs commandes. Le nom Valentin, autrefois synonyme de respect et de pouvoir, était devenu un fardeau amer. En mai, quelques mois après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, nous avons pris la décision la plus difficile de notre vie. Antoine rentra un soir plus abattu que d'habitude. L'usine était au bord de la fermeture définitive. Ce soir-là, après avoir couché les enfants Marianne, 2 ans, et Pierre, à peine âgé de 6 mois, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Nous avons conclu qu'il était temps de tout recommencer ailleurs. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions, le manoir des Valentins où vivait encore Madame Cécile, notre maison, le matériel restant de l'usine. Nous avons rassemblé le peu d'argent obtenu et sommes partis pour Paris, une ville où personne ne connaissait notre histoire.
Nous avons recommencé de zéro. Antoine, avec son expérience dans le textile, trouva un emploi de directeur de production dans une usine de l'Est parisien. Ce n'était pas le même statut, de propriétaire à employé, d'un manoir à un petit appartement de 2 pièces dans un quartier ouvrier. Madame Cécile nous accompagna. À 65 ans, elle dut s'adapter à une vie totalement différente de celle qu'elle avait toujours connue. Les premiers mois à Paris furent intimidants. Le bruit constant, la foule, l'anonymat de la grande ville. Moi, qui n'avais jamais travaillé pendant mon mariage, d'abord par imposition de Jérôme, puis à cause de la grossesse et des enfants, je devais maintenant contribuer à notre vie. J'ai commencé à coudre à la maison, mettant à profit mes connaissances des tissus acquises au fil des années. En 1966, alors que Pierre avait 2 ans et que Richard venait de naître, j'ai transformé notre salon en atelier improvisé. J'ai débuté par de petites réparations puis des robes simples pour les voisines, jusqu'à ce qu'une cliente me présente à la propriétaire d'une boutique du centre de Paris. Ce fut ma première commande importante, 10 robes à vendre dans son magasin. Antoine m'aida à acheter une machine à coudre industrielle d'occasion. Nous travaillions ensemble pendant nos rares moments libres. Antoine coupait les tissus, je cousais. Madame Cécile gardait les enfants et aidait aux finitions. C'était une vie dure, remplie de travail et de peu de repos. Mais chaque robe, chaque couture achevée, était une victoire. Une construction patiente, brique par brique, de quelque chose qui nous appartenait. Tout en vivant cette reconstruction, nous craignions toujours que notre passé nous rattrape. Nous avions abandonné le nom Valentin, utilisé celui d'Antoine avant le mariage. Avec les inconnus, nous racontions des histoires vagues. Nous venons de province, nous cherchons des opportunités à Paris. Jamais un mot sur notre vraie vie. En 1968, un appel glacé a bouleversé notre sécurité fragile. Une ancienne voisine nous annonçait « Hélène, tu devrais savoir. Monsieur Jérôme a été libéré. Sa peine a été réduite pour bonne conduite. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je regardais mes 3 enfants endormis, Marianne, 6 ans, Pierre, 4 ans, Richard, 2 ans. Une peur paralysante m'a envahi. Et s'il nous trouvait? Et s'il voulait se venger? Et s'il essayait de blesser mes enfants? Antoine tentait de me rassurer. Nous sommes à Paris, Hélène. Une ville immense. Il ne nous trouvera jamais. Et même s'il essayait, nous ne sommes plus cette famille effrayée. Nous sommes forts. Nous sommes ensemble. Mais la peur restait, comme une ombre qui veille. Mes cauchemars se multipliaient. Je sortais rarement seule, toujours sur mes gardes. Même à des centaines de kilomètres, le fantôme de Monsieur Jérôme conservait son emprise. C'est Madame Cécile qui m'a sauvée. Un après-midi, alors que les enfants étaient à l'école et Antoine au travail, elle s'est assise à mes côtés dans l'atelier. « Hélène, dit-elle, prenant mes mains. Tu ne peux pas le laisser continuer à t'emprisonner, même de loin. Nous avons déjà perdu trop. Nous ne pouvons pas perdre notre présent, notre avenir. Regarde ceci. » Elle me tendit une coupure du journal de Saint-Martin-des-Vignes. Une nécrologie, Jérôme Valentin, 65 ans, décédé d'une crise cardiaque, inhumé sans proche, seul. C'est fini, Hélène. Il est vraiment fini. J'ai pleuré en lisant ces mots. Ni joie, ni tristesse. Des larmes de soulagement, de libération. Le monstre de mes cauchemars avait disparu. Un poids immense s'était levé de mes épaules. Dans les semaines suivantes, le sommeil est revenu. Le sourire aussi. J'ai retrouvé le plaisir des petites choses oubliées, un petit déjeuner tranquille le dimanche, le rire des enfants, le soleil sur mon visage lors d'une promenade. Et mon petit atelier a commencé à prospérer. J'avais engagé 2 couturières pour gérer l'afflux croissant de commandes. Antoine, voyant l'entreprise prospérer, rêvait de quitter son poste à l'usine pour que nous travaillions ensemble. En 1969, nous avons finalement sauté le pas qui nous semblait irréalisable quelques années plus tôt. Nous avons ouvert notre propre atelier de confection, modeste comparé à l'imposante Tissage Valentin. Nous avons commencé avec 3 machines industrielles et une quantité infinie de rêves. Antoine s'occupait de la gestion et des ventes, tandis que je supervisais le design et la production. Même à plus de 60 ans, Madame Cécile contribuait à la surveillance des couturières et au contrôle qualité. Les années 1970 ont débuté avec une énergie nouvelle pour nous. L'atelier connaissait une croissance régulière et les enfants grandissaient en bonne santé. Nous avions réussi à acquérir un appartement plus spacieux,
plus proches du centre, et les fantômes du passé s'éloignaient peu à peu, laissant derrière eux des cicatrices mais plus de douleurs constantes. La France vivait encore l'euphorie des 30 glorieuses et la mode française s'affirmait à l'international. Nous avons saisi cette dynamique, agrandi l'atelier et commencé à fournir non seulement des boutiques mais aussi des grands magasins. De nouveaux employés ont rejoint l'équipe et nous avons investi dans du matériel plus performant. En 1972, une opportunité inattendue est apparue et allait encore bouleverser notre histoire. Un magazine féminin parisien souhaitait consacrer un article aux femmes entrepreneurs. Une journaliste, séduite par la qualité d'une de nos robes, souhaitait m'interviewer et raconter mon parcours. J'ai ressenti une panique immédiate. Comment parler sans dévoiler notre passé que nous avions si soigneusement mis de côté ? Antoine et moi avons discuté toute la nuit. Une part de moi voulait refuser, rester dans l'anonymat que nous avions patiemment construit. Mais une autre part, de plus en plus forte, désirait raconter la vérité, se faire entendre. La décision finale est venue d'un endroit inattendu. Marianne, alors âgée de 10 ans, a surpris notre conversation. Elle n'avait connaissance que de fragments de notre histoire, glanés au fil d'années de conversations d'adultes. « Maman, dit-elle en entrant dans la cuisine où nous parlions à voix basse, pourquoi cachez-vous toujours d'où nous venons ? Avons-nous fait quelque chose de mal ? » Sa question innocente m'a frappée de plein fouet. Quel message étions-nous en train de transmettre ? Que nos enfants devaient avoir honte d'un passé dont ils n'étaient pas responsables ? Le lendemain, j'ai pris mon téléphone et accepté l'interview à une condition, raconter toute l'histoire, pas seulement le succès de l'atelier. Si mon parcours devait être relaté, il serait présenté dans sa vérité entière. Le reportage est paru en septembre 1972, 5 pages dans le magazine sous le titre « De l'ombre à la lumière, l'extraordinaire histoire d'Hélène Dubois ». La journaliste a fait preuve de sensibilité et de respect. Elle n'a pas cédé au sensationnalisme que l'histoire aurait pu susciter, mais s'est concentrée sur la résilience, la reconstruction et la capacité humaine à renaître. L'impact a dépassé nos attentes. Dans les jours suivant la publication, nous avons reçu des dizaines de lettres. Des femmes de toute la France partageaient leurs propres expériences de peur, de silence et de violence. Elles nous remerciaient d'avoir montré qu'il était possible de survivre et de se reconstruire. Inspirée par ces lettres, Madame Cécile a proposé une idée qui allait transformer notre trajectoire, créer un espace sûr pour que les femmes puissent se confier et se soutenir. Briser le cycle de silence qui permettait aux abus de se perpétuer de génération en génération. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons utiliser notre expérience pour protéger l'avenir d'autres femmes, disait-elle. Ainsi, en janvier 1973, est né le Centre Hélène d'aide aux femmes, au départ dans une petite salle à l'arrière de notre atelier. Chaque mercredi soir, les femmes s'y rassemblaient. Au début, elles étaient 5 ou 6, puis leur nombre a rapidement augmenté. Elles partageaient peine, crainte, mais aussi espoir et victoire. Même dans les années les plus conservatrices, lorsque toute réunion était vue avec méfiance, nous avons continué. Les rencontres étaient parfois présentées comme des ateliers de couture ou d'artisanat, mais leur véritable objectif était de reconstruire des vies brisées. Les années suivantes ont vu l'essor de notre atelier et du centre. L'entreprise a prospéré et comptait plus de 50 employés en 1975. Le centre a trouvé des locaux propres dès 1974, offrant soutien émotionnel, assistance juridique, formation professionnelle et crèche pour les enfants des participantes. Marianne, notre fille aînée, a grandi en observant tout cela et en s'imprégnant de cette énergie nouvelle. À 15 ans, Marianne participait déjà au centre, prenant soin des enfants pendant que leur mère assistait aux réunions. Antoine, qui au départ se montrait réservé face à notre exposition publique, est devenu un ardent défenseur de notre cause. Quand d'autres hommes lui demandaient son avis, il répondait sans hésiter « Ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une question d'humanité ». Madame Cécile a eu la chance de voir le centre célébrer ses 5 premières années d'existence. Elle est décédée en 1978, à l'âge de 67 ans, paisiblement dans son sommeil. Sa dernière volonté était simple, pas de deuil fermé, pas de vêtements noirs pour ses funérailles. Célébrer la vie que j'ai eue, disait-elle. Célébrer surtout la seconde partie, celle que j'ai vraiment choisi de vivre. À la fin des années 1970, en regardant le chemin parcouru, il m'était presque impossible de reconnaître la jeune fille terrifiée que j'avais été à Saint-Martin-des-Vignes. Les années de silence et de reconstruction à Paris avaient été essentielles, un cocon nécessaire où j'avais pu guérir et me renforcer jusqu'au jour où j'étais prête à émerger et prendre mon envol.
La peur n'a jamais totalement disparu. Certaines dates, certaines odeurs, certains sons suffisent encore à raviver des éclats du passé. Mais j'ai compris que la force ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à avancer malgré elle. Ces années de discrétion, où nous avons vécu presque cachés à Paris, reconstruisant notre existence brique par brique, ont été cruciales. C'est dans ce silence que j'ai trouvé ma véritable voix. C'est dans cette apparente dissimulation que j'ai découvert le courage de me montrer entièrement. Comme le répétait Madame Cécile, parfois, il faut se cacher pour survivre, mais on ne peut pas rester caché si l'on veut vraiment vivre. Vivre, et non seulement survivre, voilà ce que nous apprenions enfin à faire. Mais la vie garde toujours ses surprises, même lorsque l'on croit avoir trouvé un équilibre. Le cercle amorcé cet après-midi-là à Saint-Martin-des-Vignes n'était pas encore totalement refermé. C'était en 1985, alors que j'avais 44 ans, que j'ai reçu une lettre qui a fait battre mon cœur plus fort. L'enveloppe portait le cachet de Saint-Martin-des-Vignes, un nom que je n'avais pas vu écrit depuis des années, mais qui n'avait jamais cessé de résonner au plus profond de ma mémoire. La lettre venait de Marie Sorel, l'ancienne épouse du comptable des Tissages Valentin. J'ai ouvert la lettre d'une main tremblante, craignant ce que j'allais y découvrir, mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle, du moins pas directement. Marie écrivait pour me dire qu'elle avait lu mon histoire dans le magazine. Quelqu'un avait conservé cette édition de 1972 pendant toutes ces années, et inspirée par ce que j'avais accompli, elle cherchait à aider une jeune femme du village confrontée à une situation similaire. La différence, Hélène, écrivait Marie, cette fois l'agresseur est le fils de Monsieur Jérôme. Charles Valentin était revenu à Saint-Martin-des-Vignes quelques années plus tôt, ayant rouvert une partie de l'usine à une plus petite échelle, et reproduisait les mêmes comportements que son père. Charles, le demi-frère d'Antoine, issu du premier mariage de Monsieur Jérôme, avait presque 20 ans de plus qu'Antoine. Nous n'avions jamais vraiment partagé de moments ensemble. Il vivait déjà à Marseille lorsque je me suis mariée et son visage s'était effacé de ma mémoire. J'aurais pu ignorer cette lettre. J'aurais pu répondre par quelques mots de réconfort et continuer ma vie que nous avions reconstruite à Paris. Après tout, que me devait ce village qui m'avait rejeté, que me devait cette famille qui m'avait brisé? Mais les nuits suivantes, je ne trouvais pas le sommeil. Je voyais le visage de cette jeune femme inconnue. Je ressentais la peur viscérale que j'avais connue des années auparavant. Je voyais Charles dans mon imagination, identique à Monsieur Jérôme. Tout le chemin parcouru, toute ma reconstruction semblait n'avoir de sens que si je pouvais interrompre ce cycle infernal. J'ai montré la lettre à Antoine. Il avait 48 ans alors, des cheveux poivre et sel au niveau des tempes, et des rides qui trahissaient les années vécues. Il est resté silencieux un long moment après l'avoir lu. « Nous y allons, n'est-ce pas ?» dit-il enfin. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Après tout ce que nous avions traversé ensemble, il me connaissait suffisamment pour deviner ma décision. « Nous y allons », répondis-je, après en avoir parlé à nos enfants. Marianne avait alors 23 ans, étudiante en droit et profondément marquée par notre histoire. Pierre, 20 ans, travaillait déjà avec nous à l'atelier et assumait des responsabilités administratives. Richard, 19 ans, étudiant en journalisme, connaissait certains fragments de notre passé, mais n'avait jamais mis les pieds à Saint-Martin-des-Vignes. Nous avons réuni les enfants un dimanche soir après le dîner. Pour la première fois, j'ai raconté l'histoire entière, du début à la fin. Marianne pleurait silencieusement. Pierre serrait les poings, la colère contenue dans chaque mouvement. Richard prenait des notes rapides, fidèle à son instinct de journaliste. « Je viens avec vous », dit Marianne immédiatement. « Je suis presque avocate, je peux aider. »« Moi aussi », déclara Pierre. « Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. » Richard nous observa tous et esquissa un léger sourire. Je crois que j'ai trouvé le sujet de mon mémoire, le journalisme d'investigation sur les cycles d'abus de pouvoir dans les petites villes. À cet instant, en observant mes 3 enfants maintenant adultes, j'ai senti une émotion nouvelle, intense, que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était plus seulement Antoine et moi, l'un contre l'autre, se protégeant du monde. C'était une famille complète, soudée, prête à affronter le passé sans détour, la tête haute. Notre retour à Saint-Martin-des-Vignes en août 1985 n'a pas laissé la place au silence. Le bus nous a déposés sur la place centrale et il m'a suffi de lever les yeux pour mesurer combien le village avait changé. De nouveaux commerces, des rues pavées là où il n'y avait jadis que de la terre battue. Pourtant, certains regards curieux restaient inchangés, les mêmes que j'avais ressentis 20 ans plus tôt.
C'est elle, ai-je entendu une voix murmurer alors que nous passions. Hélène, du scandale des Valentins. Nous avons pris place à la petite pension de Madame Juliette, la seule du village. Elle nous a tout de suite reconnus. Il était difficile de ne pas voir en Antoine le reflet de son père jeune. Pourtant, elle nous a accueillis avec une dignité silencieuse, sans questionner, juste un léger hochement de tête, comme pour dire « il était temps que vous reveniez ». Marie Sorel est venue nous voir le lendemain matin. Les années n'avaient pas été tendres avec elle. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son visage creusé par des rides profondes, sa posture légèrement voûtée. Pourtant, ses yeux brillaient encore de cette vivacité que je connaissais, d'une intelligence calme et pénétrante qui ne s'était jamais éteinte. Elle nous a pris chacun dans ses bras, s'attardant un peu plus sur Marianne. « Tes yeux sont ceux de ta mère », a-t-elle murmuré, ses mêmes yeux pleins de courage. La jeune femme que Marie voulait nous présenter s'appelait Louise. Elle avait 19 ans à peine et travaillait au tissage de Charles comme secrétaire, exactement comme moi autrefois. Issue d'une famille modeste, fille de la lavandière du village, son histoire semblait douloureusement répétée. Les compliments qui glissaient vers des gestes déplacés, les gestes qui se transformaient en agressions, les menaces pour faire taire. Marianne a pris Louise à part dans une chambre à l'arrière de la maison. Richard est resté dehors, prenant des notes pour son enquête. Pierre et Antoine se sont dirigés vers le lieu habituel de rassemblement des hommes du village pour jauger l'atmosphère et identifier qui soutenait Charles et qui pourrait être un allié. Je suis restée dans le salon avec Marie, feuilletant de vieilles photos du village, me reconnectant à un passé que j'avais tenté d'enterrer. « Tu sais, dit Marie, la moitié du village te trouve incroyablement courageuse. L'autre moitié pense encore que tu as détruit la famille la plus influente ici, avec elle, l'économie locale. » J'ai esquissé un léger sourire. « Et toi, Marie, qu'en penses-tu ? » « Je crois que vous êtes arrivée au bon moment, répondit-elle. Charles tente de se présenter aux prochaines élections municipales. Il mise sur le nom de la famille, l'héritage de son père. Pas l'héritage criminel, seulement l'industriel. Elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Les jours suivants ont déferlé sur Saint-Martin-des-Vignes comme un vent de tempête. Richard, grâce à son flair journalistique, a commencé à retrouver d'autres victimes, non seulement de Charles mais aussi celle de l'ombre de Monsieur Jérôme qui n'avait jamais parlé. Marianne, en s'appuyant sur ses connaissances juridiques encore en formation, a organisé les témoignages et les enregistrements officiels. Pierre et Antoine ont imaginé l'action la plus audacieuse, confronter Charles directement à l'usine. Ce fut le moment le plus tendu de toute notre entreprise. Charles, alors âgé de plus de 60 ans, incarnait vivant l'image de son père. Même allure, même regard méprisant, même ton arrogant. Vous êtes revenu pour achever de détruire la famille, lança-t-il, une pointe d'ironie dans la voix, les yeux flamboyants de colère. Nous sommes revenus pour que l'histoire ne se répète plus, répondit Antoine, d'une voix calme qui, je le savais, lui coûtait un effort immense. Les gens parlent maintenant, Charles, et cette fois il n'y aura pas de silence. Ces mots ont suffi à déclencher un véritable bouleversement dans le village. Richard a enregistré les témoignages. Marianne a mis sur pied un groupe de soutien, calqué sur celui que nous avions à Paris. Pierre et Antoine ont parlé aux anciens employés de l'usine, recueillant des informations sur les irrégularités financières de Charles. Le matin de notre départ, devant la pension, un groupe de femmes nous attendait. Elles étaient plus de 20, de tous âges, de toutes conditions sociales du village. Elles étaient venues pour remercier, pour partager leurs histoires, pour s'assurer que nous ne les oublierions pas à nouveau. Parmi elles, Louise affichait un visage transformé par une confiance retrouvée. « Je vais déposer plainte officiellement, dit-elle, et je me présenterai aux prochaines élections municipales. Ce village ne sera plus dirigé par la peur. Nous avons quitté Saint-Martin-des-Vignes transformé, à l'image du village lui-même. Rien n'était plus comme avant. Le cercle ne s'est pas refermé avec cette visite. Au contraire, il s'est ouvert, s'est étendu et a pris une dimension inattendue. Charles n'est jamais devenu maire. Dans les mois qui ont suivi, les dénonciations se sont multipliées, touchant non seulement les violences faites aux femmes mais aussi les fraudes financières, les évasions fiscales et les pots de vin versés à certains responsables. Les articles de Richard ont été récompensés par plusieurs prix de journalisme. Marianne, une fois diplômée, a choisi de représenter légalement certaines victimes, se rendant régulièrement à Saint-Martin-des-Vignes. En 1987, les tissages Valentin, passés entre les mains de Charles, ont fermé définitivement leurs portes. Mais contrairement à notre époque,
Le village ne s'est pas lamenté. D'autres petites entreprises apparaissaient déjà et de nouvelles voies économiques prenaient forme. L'ombre des Valentins s'est enfin dissipée. Au fil des années, j'ai vu mes enfants tracer leur propre chemin, toujours porteurs de notre histoire dans leurs choix. Marianne est devenue avocate spécialisée dans la défense des droits des femmes. Pierre a développé notre atelier en une marque fondée sur la responsabilité sociale. Richard a créé son propre magazine, consacré au journalisme d'investigation. Antoine et moi avons continué côte à côte, témoins de cette transformation, mêlant fierté et étonnement. Comment tant de bien pouvait-il naître d'autant de souffrances ? Comment notre histoire personnelle pouvait-elle se déployer pour toucher autant d'autres vies ? En 1995, à 54 ans, j'ai été invitée à la Sorbonne pour parler de mon expérience avec le Centre d'aide aux femmes. J'étais nerveuse, moi qui n'avais guère dépassé le lycée, face à ces étudiants universitaires. Mais une fois montée sur l'estrade et confrontée à ces visages jeunes, avides de savoir et de changement, les mots ont jailli naturellement. Il y a des instants dans nos vies, ai-je commencé, où le silence paraît être la seule option, des instants où l'on se replie sur soi pour survivre. Et puis il y a ces moments décisifs, ceux où l'on comprend que notre voix, précisément parce qu'elle est restée muette si longtemps, recèle une puissance particulière lorsqu'elle s'exprime enfin. Au cours des 30 années suivantes, j'ai observé le monde changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'étais cette jeune femme terrifiée à Saint-Martin-des-Vignes. J'ai vu les mouvements féministes prendre de l'ampleur. J'ai vu des lois évoluer. J'ai vu la société commencer, lentement et douloureusement, à affronter des vérités que l'on avait longtemps enterrées. Le Centre Hélène, comme il a été nommé, a dépassé toutes mes espérances les plus optimistes. Aujourd'hui, il compte des antennes dans 5 régions. Il accompagne chaque année des milliers de femmes, offrant non seulement un soutien émotionnel mais aussi des formations professionnelles, une assistance juridique et un hébergement temporaire. J'ai quitté la direction à 60 ans, laissant la place à de jeunes femmes porteuses de nouvelles idées et méthodes. Pour autant, je continue à me rendre au centre chaque semaine, participant à des rencontres avec des groupes de femmes plus âgées comme moi, partageant nos histoires et tissant ensemble les fils de nos vies. Antoine nous a quittés il y a 3 ans, emporté par un cancer foudroyant en quelques mois seulement. Dans ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé de notre parcours commun, de la manière dont ce jeune couple effrayé de Saint-Martin-des-Vignes avait parcouru un chemin si improbable. « Tu m'as sauvé », disait-il en serrant ma main ridée. « Tu as sauvé notre famille quand tu as eu le courage de dire la vérité, cet après-midi-là, dans cette chambre. » Nous nous sommes sauvés mutuellement, ai-je répondu, consciente que c'était la plus pure vérité. Aujourd'hui, à 84 ans, je regarde mes mains, ces mains qui ont cousu des vêtements, qui ont essuyé tant de larmes, les miennes et celles d'innombrables autres femmes. Ces mains qui ont écrit des histoires, caressé enfants et petits-enfants, portent des marques, tout comme mon âme garde ses cicatrices. On me demande parfois, Madame Hélène, après tout ce que vous avez traversé, avez-vous réussi à pardonner ? C'est une question compliquée. Je n'ai pas de haine dans le cœur. Un tel poids aurait été impossible à porter toutes ces décennies. Mais je ne crois pas non plus que pardonner signifie oublier ou atténuer la gravité des événements. Ce que j'ai fait, c'est transformer cette douleur en quelque chose de plus grand qu'elle-même, comme un tissu déchiré que l'on réinvente, que l'on retravaille pour en faire quelque chose de nouveau, d'utile et de beau. Vous me voyez ici, une dame aux cheveux blancs, mains ridées par le temps. Vous pourriez n'y voir qu'une vieille femme racontant des souvenirs lointains, mais ce que vous ignorez, ce que moi seul sais, c'est que sous cette enveloppe vieillissante vit encore cette jeune fille de 18 ans de Saint-Martin-des-Vignes. Cette jeune mère effrayée, cette femme de 30 ans recommençant à zéro à Paris, cette militante de 40 ans découvrant sa voix véritable. Elles font toutes partie de moi. Elles m'ont conduite jusqu'ici. Et pour elles toutes, et pour toutes les autres femmes dont les vies se sont croisées avec la mienne au fil des années, je suis reconnaissante pour le temps qui m'a été accordé, pour ce parcours que, malgré la douleur, je n'échangerai pour rien au monde. Car au final, c'est ce que nous sommes, des histoires enchâssées dans d'autres histoires, des cycles qui se ferment et se rouvrent, des tissus déchirés qui trouvent de nouvelles fonctions, de nouvelles beautés. Si mon récit vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère, à activer la cloche et à liker la vidéo. Cela me fait toujours plaisir de partager. À bientôt, mes chers et chères. Hélène.